Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie du 12-14, une seconde partie où vous avez maintenant l'habitude qui est consacrée à votre émission Place Publique. Et ce jeudi, Bruno Minas, bonjour. Bonjour. Nous accueillons le sous-préfet Julien Kerdancuff. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de Bonjour, m'accueillir. Julien Kerdancuff, donc sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Le préfet hier était devant le Conseil économique et social de Mayotte. Il a confirmé que les reconduites à la frontière ont repris de manière, normale, entre guillemets. En tout cas, beaucoup de reconduites. Il a cité le chiffre de 450 personnes la semaine dernière. Est-ce que c'est en accord maintenant avec la partie comorienne? Comment ça se passe? Depuis le 6 novembre dernier, il y a eu un communiqué conjoint du ministre des Affaires étrangères français et du ministre des Affaires étrangères comorien, actant la levée mutuelle des restrictions entre nos deux pays. Du côté comorien, la levée de la suspension des reconduites vers les Comores, et puis du côté français, la levée de la suspension de la délivrance des visas. Et depuis cette date, les reconduites ont repris de manière normalisée, comme l'a dit le préfet, de manière soutenue aussi, mais dans la ligne droite de ce que nous avions fait avant le 21 mars, date de la suspension officielle. Donc à peu près 80 personnes par jour, c'est ça? Je pilote pas par le chiffre, l'important c'est l'action. Donc ça va dépendre de plein de facteurs, ça va dépendre de l'arrivée de Kwassa dans la nuit et de leur interception, ça va dépendre de l'activité des services à terre, ça dépend de plein de choses. Alors où est-ce qu'il en est cet accord entre la France et les Comores? Parce qu'on avait parlé d'une signature avant fin novembre, et puis pour l'instant on n'en parle plus. Vous voyez le communiqué qui a été, dont je vous parlais du 6 novembre, évoqué dans sa dernière phrase, un accord cadre qui serait signé d'ici la fin du mois de novembre. Donc ça... En fait, ça suit son cours en termes d'échanges diplomatiques entre les Comores et la France, entre les deux États. Ça fait partie un petit peu du jeu diplomatique aussi, de s'accorder sur la rhétorique, de s'accorder sur les points qui sont débattus, et puis d'échanger, de faire évoluer ce projet d'accord que nous leur avons soumis il y a quelques jours de cela. Et qu'est-ce qu'on attend des autorités comoriennes dans la lutte contre l'immigration clandestine? Alors, ce qu'on attend, c'est du dialogue, c'est de la coopération. C'est qu'on joue le jeu, qu'on aille dans le même sens. C'est-à-dire que pour eux, pour les Comoriens, il s'agit d'une question de sauvegarde des vies humaines en mer. Certains de leurs compatriotes sont malheureusement décédés à l'occasion de ces tentatives de rejoindre Mayotte par la voie maritime. Donc de leur côté, ils ont aussi tout intérêt à maîtriser cette émigration, à la fois depuis des dispositifs à terre, mais également en mer, pour s'assurer que plus aucun de leurs ressortissants ne périsse sur les flots entre Mayotte et les Comores. De notre côté, ce qu'on attend, c'est une relation de confiance à nouer, à renouer, un travail collaboratif, parce qu'on a tous à y gagner sur ce sujet-là. Alors, il y aura dans quelques jours, c'est entre le 10 et le 11 décembre, la signature d'un grand pacte mondial des Nations Unies sur les migrations ordonnées, sûres, régulières. On est en plein dans le sujet recherché, en tout cas ici à Mayotte. Et ce pacte dit qu'il faut permettre le développement des pays de départ des flux migratoires. On est aussi en plein dans le sujet. Il y a des actions de coopération déjà qui sont lancées. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est une action globale. C'est une approche globale. C'est-à-dire que si on ne parvient pas à fixer les gens sur leur territoire, à leur offrir des perspectives, à leur offrir des soins, l'accès à des services publics depuis les Comores, depuis Anjouan notamment, il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent de vouloir venir à Mayotte. Et donc, on ne peut pas uniquement dire la LIC, écoutez, c'est attraper des Kwassa et puis les renvoyer chez eux. Non, c'est pas ça. La LIC, c'est une approche globale, et l'aspect coopération, c'est ce qui nous permettra d'être plus efficace dans la durée, d'offrir de nouvelles perspectives à ceux qui sont déjà sur le territoire mahorais ou ceux qui souhaitent s'y installer. C'est leur dire, non, votre place n'est pas ici, elle est là-bas, et vous pourrez vous faire soigner, vous pourrez avoir des perspectives de formation, d'insertion professionnelle, d'école, etc., etc. Et vous savez combien cela coûte, la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte? C'est difficile à évaluer. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais dans la mesure où c'est une approche globale, c'est difficile de donner un chiffre. Je ne peux pas vous donner de chiffres en tant que tel. J'ai quelques chiffres détaillés sur le coût d'un bateau, sur le nombre d'effectifs qui sont mobilisés, personne n'a calculé en disant voilà ce que ça coûte de lutter contre l'immigration illégale. C'est trop vaste. C'est trop vaste puisque si on prend une approche globale,
Moi, je peux vous dire combien ça coûte un bateau, ça c'est facile. Mais si on prend une approche globale et qu'on s'attaque par exemple au manque à gagner pour la sécurité sociale parce qu'il y a du travail illégal et donc il n'y a pas de paiement des cotisations, si on s'attaque à toute l'économie informelle que ça crée, si on s'attaque au coût de certains cambriolages dont on sait que les biens qui ont été volés repartent aux Comores, tout ça est très difficile à valoriser en tant que tel. Donc, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc je m'épanouis plutôt dans l'action. C'est important d'y réfléchir à terme, mais moi, j'ai pas le temps ici. Ma temporalité est plus courte que ça. Alors, revenons au bateau en attendant. Alors, on a 2 nouveaux intercepteurs qui sont arrivés. Finalement, on va avoir combien de bateaux à Mayotte pour lutter contre l'immigration clandestine? Alors aujourd'hui, on dispose de 8 moyens nautiques, 6 intercepteurs et 2 vedettes de la gendarmerie maritime. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les vedettes de la gendarmerie maritime, vous les connaissez sûrement, c'est celles qui sont au ponton ici à Dzaoudzi, qui sont des bateaux de 20 mètres, 2 fois 1000 chevaux, sur lesquels les équipages ont un niveau d'équipement qui leur permet de rester en mer. C'est-à-dire qu'ils partent pendant 18 heures à 24 heures de suite. D'accord ? Ils sont en permanence à la mer. Les intercepteurs, eux, ce sont une sorte de Zodiac, des semi-rigides en quelque sorte, qui font entre 10 mètres 50 et 13 mètres, qui sont surpuissants, des moteurs de 250 à 350 chevaux, 2 moteurs chacun, et donc qui sont engagés par le poste de commandement de la base navale, qui regardent les radars, qui voient des échos suspects et qui sont engagés, qui mettent plein gaz et qui vont intercepter des Kwassa. On a donc 6 intercepteurs, donc 6 semi-rigides surpuissants dédiés à l'interception de Kwassa. Et puis on a 2 vedettes qui ont une permanence à la mer et donc, qui, au-delà de l'aspect uniquement d'interception, ont aussi un rôle dissuasif. Mais alors quand vous dites qu'ils ont une permanence à la mer, on les voit quand même très souvent ici au quai quand on prend la barge. Donc ils sont ici, ils ne sont pas en mer. Aujourd'hui, on n'a pas une permanence H24 de ces moyens-là en mer. On a une permanence H24 des moyens disponibles pour intercepter, avec tous ces bateaux-là. Mais en mer, on n'a pas encore 24 heures sur 24 des moyens. Les vedettes, en gros, elles couvrent un peu plus des 2 tiers de l'année. Voilà, les 2 nouveaux qui sont arrivés, là, les grands Zodiacs, comme vous dites, est-ce qu'ils sont déjà en action? Oui, ils sont déjà opérationnels. Écoutez, pas plus tard qu'avant-hier, le Mtsonso, l'intercepteur de la gendarmerie, a intercepté son premier Kwassa. Donc voilà, c'était une manière de lancer aussi son activité. Et le Mwamba est également... alors, il n'est pas tout à fait opérationnel, il va l'être d'ici demain. Le rodage est terminé. Et les radars fonctionnent? Des bateaux ou Non, je parle des radars qui surveillent les arrivées. Oui, ils fonctionnent et ils ont fait l'objet d'une modernisation qui a eu lieu au cours du mois d'octobre dernier. C'était dans un des engagements du plan pour Mayotte de 2018. C'est une modernisation qui permet d'améliorer l'ergonomie des radars, de mieux le lire, d'aller plus profondément dans le zoom et qui a été fait sur l'ensemble du réseau. Mais malgré ça, excuse-moi Bruno, monsieur le sous-préfet, pourtant malgré tous ces moyens, quand on vous écoute, les gens, depuis votre arrivée, les gens ne cessent de dire que malgré tous les moyens que déploient les autorités, les Kwassa arrivent. Comment expliquer cela? Alors j'ai dit qu'on avait des nouveaux moyens, j'ai pas dit qu'on avait tous les moyens, en tout cas tous ceux suffisants pour parvenir à être totalement efficace sur la lutte contre l'immigration clandestine en mer. Faut dire qu'on vient de loin, c'est-à-dire qu'on avait des moyens nautiques qui étaient quand même pas en très très bon état jusqu'à ce qu'on reçoive les nouveaux, 2-3 mois, et qui nous permettaient pas d'être suffisamment efficaces, qui parfois nous permettaient pas, quand on avait un intercepteur qui partait sur un écho, si on avait un deuxième écho qui arrivait en même temps, on était un petit peu charrette pour envoyer un deuxième moyen parce que les boudins étaient dégonflés, parce que il y avait des problèmes de moteur, etc. Donc aujourd'hui, on revient à un niveau qui nous permet d'être plus agile, plus efficace sur la ligne mer. Et ça se sent tout de suite. C'est-à-dire que cette semaine, on a intercepté une dizaine de Kwassa environ, un petit peu moins, 7 ou 8. Et ceux qui ont été interceptés l'ont été par des moyens qui sont soit des moyens nouveaux, le Mtsonso par exemple, soit des moyens qui ont été très récemment modernisés. Je prends l'exemple de la Makini, qui est donc l'intercepteur de la police aux frontières, qui s'est offert une seconde jeunesse en quelque sorte, avec des nouveaux flotteurs,
des nouveaux moteurs, un travail sur l'électricité électronique, et qui aujourd'hui, pour qui on a rallongé la durée de vie en quelque sorte. Mais beaucoup de gens se posent la question, et je rejoins City, c'est-à-dire on n'arrive pas à imaginer quelle est la proportion de ceux que vous attrapez et la proportion de ceux qui arrivent à Mayotte. C'est-à-dire, est-ce que c'est 1 sur 10 ou 1 sur 100 ? Enfin, on n'arrive pas à savoir. C'est quelque chose qui est difficile à évaluer parce que par nature, c'est la clandestinité, c'est de l'informel. Donc, on n'a pas de chiffres, et personne n'en aura du reste, de chiffres exacts sur, la nuit dernière, il y a tant de Kwassa qui sont arrivés sur l'île. On peut avoir des estimations. On peut avoir aussi des détections, c'est-à-dire que sur les écrans radars, on détecte qu'il y a un point qui correspond à un Kwassa, qui pourrait l'être. On envoie les intercepteurs et parfois, on arrive trop tard. Ça arrive, c'est vrai. Mais justement, si vous les voyez sur un radar, il y a des gens qui surveillent ces radars 24 heures sur 24 ou pas ? 24/24. Donc, ils sont devant un radar. S'ils ont 10 Kwassa, vous en attrapez un, donc vous savez qu'il y en a 9 qui sont passés. Oui, sauf que c'est un peu plus complexe que ça, parce que quand vous êtes opérateur radar, que vous avez devant vous la carte de Mayotte avec tous ces points autour en fait, de Mayotte, vous avez aussi ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire un retour de mer, par exemple, des vagues, selon des conditions météo, qui vont un petit peu flouter, en quelque sorte. Ou des vrais pêcheurs. Ou des vrais pêcheurs, j'allais y venir, des vrais pêcheurs, des baleines. On a même eu un jour une porte de frigo, voyez-vous. Donc c'est pour vous dire que le radar est suffisamment précis pour pouvoir déceler une porte de frigo qui fait route vers Mayotte. Hein, c'est le vent, le courant, etc. Bon, on a envoyé l'intercepteur, ils ont découvert ça, ils étaient un petit peu surpris. Donc c'est pour vous dire qu'on a un degré de précision qui est assez élevé. Par contre, ce radar n'est pas capable de discriminer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la différence entre un Kwassa, un pêcheur, etc. Les passeurs en jouent de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre, se dissimuler en quelque sorte dans un retour de pêche, ils peuvent se mettre là où il y a un peu plus de courant, près de la barrière de corail, etc., pour se dissimuler là-dedans. Là où c'est important d'avoir des moyens supplémentaires, en tout cas neufs pour l'instant et supplémentaires par la suite, c'est que on va pouvoir s'appuyer plus uniquement sur les radars, mais aussi de faire de la patrouille en mer. Donc, c'est-à-dire que quand par exemple, la PAF, la gendarmerie, la marine nationale ou la douane seront de vacation et d'alerte sur les intercepteurs, on va leur demander, et ce qu'on pourra le faire désormais parce qu'on a les moyens pour le faire, on va leur demander d'aller faire aussi du contrôle des pêches, d'aller faire du contrôle des présenciers, d'aller faire quelques ronds dans l'eau là, devant les côtes pour pouvoir veiller, dissuader et veiller. Et d'initiative, on sait qu'on peut trouver aussi des Kwassa. Et donc, on complétera notre dispositif de détection. Quand on intercepte un Kwassa, ça aussi, c'est important de le rappeler. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne le renvoie pas directement aux Comores, plutôt que de l'amener ici à terre, de faire passer par le CRA, de repartir en payant les billets de bateau ou parfois d'avion. Il y a des règles très précises que vous devez respecter, là. Oui, il y a des règles qui sont les règles de la sécurité maritime, principalement. Mais d'un point de vue un peu plus pragmatique, si je puis dire, c'est que quand on intercepte un Kwassa, on ne se contente pas de les ramener à terre et de les renvoyer. On prend une procédure administrative, une obligation de quitter le territoire français, sur laquelle on inscrit une interdiction de retour. C'est-à-dire qu'on leur dit sur le papier, voilà, monsieur ou madame, un tel, vous avez été attrapé sur un Kwassa, vous cherchiez à entrer de façon irrégulière sur le territoire, on vous interdit pendant 2 ans de revenir, même légalement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de visa, etc. S'ils le font, on peut judiciariser. C'est-à-dire que ça devient un délit et on peut se diriger vers les tribunaux. Et puis, l'autre sujet qui, moi, m'importe plus, c'est que quand on intercepte un Kwassa, non seulement on éloigne les passagers, mais aussi on judiciarise le passeur, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas filer comme ça. Et d'autre part, on saisit le Kwassa et on le détruit. On détruit le Kwassa, on détruit les moteurs. Ça veut dire que ça leur fait mal aussi aux filières. Parce qu'un moteur de 40 chevaux, surtout s'il est neuf, ça commence à faire. Et puis le dernier point qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on note que sur les Kwassa, il n'y a pas que des passagers. Il y a aussi des marchandises. Il y a des cigarettes de contrebande, il y a des produits de beauté qui ne sont pas aux normes sanitaires européennes, il y a des ébus, des chèvres dont il n'y a pas de traçabilité, par exemple, qui sont potentiellement dangereuses pour la consommation. Il y a tout un tas de marchandises qui alimentent l'immigration clandestine, l'économie informelle, et qui peuvent constituer des risques pour nos populations. Et donc, en interceptant des Kwassa, on intercepte aussi tout ce qui va avec. Alors, il y a déjà plusieurs personnes en ligne et une question par SMS déjà. Pourquoi le cabinet de préfet ne met pas ou ne demande pas à l'État de mettre des gardes-côtes sur toutes les plages de l'île, car les personnes que vous renvoyez aujourd'hui vont revenir demain? Votre auditeur touche à une vraie question, c'est la question des retours.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qu'on va renvoyer, enfin qu'on va attraper, renvoyer, et qui, quelques jours plus tard, une fois qu'ils auront amassé suffisamment d'argent pour revenir, vont retenter leur chance. L'objectif, c'est que, d'une part, on puisse être suffisamment efficace et costaud en mer pour l'intercepter quand il va revenir, premièrement. Deuxièmement, c'est à plus long terme, ça rejoint la question de la coopération que j'évoquais tout à l'heure, c'est que cette personne ne revienne plus. Parce que ce sera tellement compliqué de venir ici, de passer entre les mailles du filet, tellement compliqué de s'installer sur le territoire, de trouver un travail, de trouver un logeur, etc., parce qu'on va travailler là-dessus aussi, on y reviendra peut-être après, oui. Qu'il se dira, bon, ça va peut-être le coup de rester plutôt à Mayotte, à Anjouan. Et à Anjouan, en plus, via la coopération, on lui offrira des perspectives de formation, d'insertion professionnelle, etc. Sur la question des gardes-côtes, en tout cas de la présence sur les plages, oui, on pourrait mettre des gendarmes sur toutes les plages de l'île. Je ne suis pas sûr que ce soit très souhaitable en termes de rationalité de l'usage des effectifs de gendarmerie qui sont déjà très mobilisés aujourd'hui pour d'autres sujets, la sécurité, dans l'environnement scolaire, etc. Ça serait trop compliqué à faire. Et puis surtout, je crois que si on est bon en mer et si on dissuade, on agira plus efficacement sur le long terme contre l'immigration clandestine. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Zaou de Collectif. J'aurais voulu poser une question à monsieur le préfet. Vous parlez des clandestins, on est bien d'accord. Moi, je vous parle des clandestins, soi-disant, des réfugiés politiques. Vous habitez sur Petite Terre. Vous avez entendu parler, j'espère, de ces réfugiés politiques qui ont été logés par un monsieur qui a un séjour, 108 personnes. La preuve à l'appui, puisque Mayotte Première a filmé, le monsieur en question a parlé. Les personnes qui étaient logées chez ce monsieur ont été pris, pas tous, 27 par la gendarmerie, et que par la suite, la gendarmerie les a amenés à la PAF, et la PAF les a relâchés. En sachant que nous, on n'était pas cachés, on était visuellement reconnaissables, au jour d'aujourd'hui, on est en danger. Que ça soit nous, le collectif, que ça soit la population et les voisinages aux alentours. Vous trouvez ça normal que ces réfugiés, soi-disant réfugiés, qui sont mélangés avec des gens qu'on connaisse, qui habitent ici à Mayotte, sur Petite Terre, et qu'on croise tous les jours? Monsieur le préfet, je vous demande de réagir, et même aujourd'hui, le propriétaire du lieu a été à la gendarmerie, la preuve à l'appui, puisque je suis capable de vous faire écouter ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il est parti à la gendarmerie, il a trouvé un gendarme, ce gendarme lui a dit qu'il ne peut pas porter plainte contre cette personne parce que cette personne faisait que aider ces réfugiés. Alors, monsieur le préfet, agissez, parce que ça va mal. Ça va mal, Mayotte va mal. Il va vous répondre. Merci. Merci, madame. Ça va mal. Je vous remercie de me reprendre, monsieur le préfet. Alors, il va vous répondre. Donc, pour que tout le monde comprenne, on parle là de ce que la dame appelle réfugiés, c'est-à-dire les personnes qui étaient dans l'insurrection d'Anjouan, a priori, on n'en sait rien, puisqu'il faut examiner leur cas, et qui sont arrivés ici à Mayotte. Merci beaucoup, madame, de cet échange. Alors, plusieurs points de réponse. Alors, premièrement, s'agissant de ce que vous appelez les réfugiés, en fait, ce sont des demandeurs d'asile. Des gens qui sont arrivés à Mayotte, par quoi ça, pour la plupart d'entre eux, et qui ont fait une demande d'asile, c'est-à-dire une demande de protection de la France, en expliquant qu'ils ont pris part à un mouvement insurrectionnel à Anjouan autour de la mi-octobre, et qu'à ce titre, ils se sentent en danger et font une demande de protection. Le devoir de la France, qui a des engagements au niveau international et qui est une patrie qui a toujours respecté ses engagements, c'est de pouvoir examiner ces demandes. Dans tout le lot des demandeurs d'asile comoriens qui se sont présentés en gendarmerie ou ceux que vous évoquez là, il y en a qui ont probablement, peut-être, des raisons de pouvoir demander ce statut de protection. Sauf que ce n'est pas la préfecture qui va dire si oui ou non ces personnes-là sont susceptibles d'avoir une protection, soit une protection subsidiaire, soit un statut de réfugié. C'est l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français par exemple, de protection des réfugiés et des apatrides. C'est un organisme qui est indépendant, d'accord ? C'est un organisme public mais indépendant sur lequel l'État n'a pas prise. Et c'est important puisqu'évidemment, il faut qu'il y ait un jugement impartial là-dessus.
Qu'est-ce qui va se passer avec l'OFPRA ? D'une part, elle nous aide beaucoup parce que, vu la situation et la sensibilité de cette situation ici à Mayotte, elle a décidé d'avoir une procédure accélérée de traitement des dossiers. Donc ça, c'est important pour aussi stopper le flux si jamais on a des demandes qui sont inopportunes. Et puis, il y aura deux cas de figure. D'une part, ceux qui, effectivement, méritent une protection, et auquel cas la France leur accordera, mais encore une fois, c'est l'OFPRA qui le dira. Et puis ceux qui ont trouvé une faille, en quelque sorte, qui se sont dit « Ah bah tiens, on voit que la demande d'asile, c'est peut-être un truc à tenter », alors même qu'ils sont déjà sur le territoire, qu'ils n'étaient pas du tout à Anjouan au moment du 15 octobre. Et ça, c'est aussi à l'OFPRA de dire bah, « Ces gens-là font des demandes qui sont abusives ». Et pour ces gens-là, il n'y a aucun état d'âme à avoir, ce sont des gens qui seront reconduits aux Comores. Alors, ce que l'on sait, c'est que les demandeurs d'asile comoriens, c'est pratiquement refusé à 90%. Enfin, il y a très peu de demandeurs. En revanche, sur les Africains, il y a beaucoup plus d'accords, de demandes d'asile. J'avais une question justement à propos des réfugiés africains. On en voit, dit-on, de plus en plus. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou pas ? Il y a une augmentation depuis 2 ans environ. On le note. Alors, on part de chiffres qui sont très très faibles. En 2015, les demandeurs d'asile africains, c'était moins de 100 personnes. Oui, donc c'est très très en dessous de l'immigration clandestine. Ça n'a absolument rien à voir en termes de volume. Pour autant, c'est une population, une minorité qui est très visible. Il y a une certaine sensibilité. Il y a aussi quelques bêtises qui sont racontées à Mayotte et quelques rumeurs assez dévastatrices sur la question des demandeurs d'asile issus des Grands Lacs notamment. Il faut faire très attention à ça parce qu'après, ils sont visés personnellement et certains d'entre eux ont eu des difficultés avec ça. C'est le même principe, c'est-à-dire que l'OFPRA va étudier les dossiers. La proportion, la part de chance qu'ils aient effectivement un statut de réfugié est plus importante que pour celle des Comores, mais pour autant, il y en a qui vont être déboutés. Et ceux qui sont déboutés auront vocation à être éloignés également. Et ceux qui obtiennent l'asile souvent partent en métropole. Alors, je ne veux pas dire la totalité, parce qu'il y a peut-être un exemple qui me sera opposé en disant, vous voyez, lui, il est resté. Quasiment tous. Mais non, mais évidemment tous, parce qu'ici, il n'y a pas de structure d'accueil pour eux, ils ne peuvent pas toucher d'aide. Généralement, leurs réseaux familiaux sont plutôt en métropole ou en Europe. Donc, à partir du moment où ils ont leur statut, ils s'en vont tout simplement. Mais les délais d'instruction sont plus longs, parce qu'on n'est pas dans une logique de traitement accéléré, on est dans une logique de traitement normal, même s'il y a des efforts qui sont faits. Et donc, ça peut prendre plus de 6 mois pour avoir une réponse. Vous parliez tout à l'heure des rumeurs parfois qu'on entend sur toute cette question sur l'immigration clandestine. On entend souvent que les radars qui sont ici peuvent voir les Kwassa au départ d'Anjouan, c'est vrai ? Non, ça ne va pas jusque-là. Ça va pas jusque-là ? Non, ça ne va pas jusqu'à Anjouan. Par contre, là où on progresse, et c'est un des sujets de la coopération avec les Comores, c'est qu'il y a un projet d'installation d'un radar identique à celui qu'on a ici, à Anjouan. C'est-à-dire dans le cadre de la coopération, ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a évidemment la coopération pour offrir des perspectives, mais il y a aussi une coopération plus opérationnelle en quelque sorte. Et donc il y a ce projet d'installation d'un radar à Anjouan. Pour lutter contre les départs de Kwassa. Exactement, avec un déport de l'image vers plutôt Mayotte. Une personne au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Bonjour Cété, bonjour Bruno, merci beaucoup pour accepter votre appel. Première question, je voulais poser à monsieur le sous-préfet par rapport aux Africains. Les Africains, nous tous, tout le monde sait bien que les Africains, ils sont pas à Madagascar, à Tanzanie, à Mozambique avec un passeport. En arrivant aux Comores avec un passeport. Ils font le départ à Moroni jusqu'à Anjouan avec un passeport. Et ils ont parti en juin à Mayotte en nommant réfugiés, politiques réfugiés. Alors, la question reste là. Comment vous acceptez qu'ils sont le vrai réfugié que les Anjouanais que vous avez entendu, la guerre qui était aux Comores? C'est la première question. Deuxième question. Alors, monsieur le sous-préfet, pourquoi vous interpellez pas au OCRA? Parce qu'il y a là-bas, on dirait que c'est pas bien, il y a des choses qui se passent là-bas qui sont pas bien parce que vous utilisez pas la loi, vous utilisez pas les règles. Un enfant moins d'1 an, moins de 2 ans, d'aller coucher là-bas jusqu'à le lendemain qui va rentrer au Comores en joie. Du coup, c'est les 2 questions que je voulais vous poser. Est-ce que la loi accorde les enfants mineurs d'aller rester en chambre, au salle, au CRA, est-ce que c'est normal? Deuxièmement, est-ce que vous ne voyez pas que les Africains, ils sont vrais réfugiés que les Anjouanais?
C'est ma deux questions. Merci beaucoup. Alors, les Africains sont-ils plus de vrais réfugiés que les Anjouanais? Je crois que la réponse a déjà été donnée à l'instant. Pour ce qui concerne le CRA, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Juste sur la question des Africains, encore une fois, c'est pas à moi de le juger. C'est pas moi qui décide. C'est l'OFPRA. C'est l'OFPRA, donc c'est un organisme indépendant, c'est fait pour ça. Sur la question des mineurs qui sont placés en rétention, 2 éléments de réponse. Premièrement, à Mayotte, on a le centre de rétention le plus récent de France. Voilà, je crois que il est 2015, je ne crois pas qu'il y en ait qui ont été construits depuis. On n'a pas à avoir honte de ce centre de rétention. Il est digne de la République, il est absolument... propre, en bon état, avec tout ce qu'il faut en termes de soins. Les enfants, en tout cas les mamans et avec leurs enfants qui sont accueillis là-bas avant leur éloignement, on leur remet des couches, du lait infantile. On a la présence d'une infirmière sur place, un médecin qui peut se déplacer. Ils peuvent téléphoner s'ils le souhaitent. Il y a des jouets pour les enfants, il y a des lits qui sont sécurisés pour eux aussi. On n'a pas à rougir de la façon dont les mineurs sont accueillis au CRA. Deuxièmement, la question des mineurs qui sont accueillis au CRA pour être éloignés avec, évidemment, les personnes auxquelles ils sont rattachés, c'est la question fondamentale de l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je pose la question, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux éloigner un mineur avec son papa, sa maman, vers les Comores pour qu'il reste avec le noyau familial et puis qu'il puisse grandir avec ce noyau familial? Ou est-ce qu'il faut renvoyer le papa à la maman, garder le mineur pour qu'ici il soit isolé et n'ait pas de structure qui puisse l'accompagner? Je crois que la réponse est assez simple. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de pouvoir être raccompagné avec ses parents qui n'ont pas vocation à s'installer sur le territoire. Et quand il y aura la coopération, notamment sanitaire, qui sera mise en œuvre avec les Comores, on aura aussi des moyens de leur dire, voilà, votre enfant, il peut être soigné là-bas aussi. Une question. Est-ce que, vu la situation entre les Comores et Mayotte, entre en tout cas l'immigration clandestine, est-ce que c'est possible un traité du genre du Touquet qui a été signé entre la France et la Grande-Bretagne? C'est un sujet qui relève plutôt de la dimension diplomatique. L'accord cadre qui est en cours ne le prévoit pas en tant que tel. Mais l'idée de l'accord du Touquet, c'est d'avoir aussi une coopération forte entre les Britanniques et nous-mêmes. Et cette coopération forte, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est que Mayotte fait partie d'une zone dans laquelle se trouvent les Comores juste à côté. On ne va pas pouvoir changer, ça c'est pas possible. D'accord, on ne peut pas prendre Mayotte et la mettre ailleurs. Donc il faut s'inscrire dans une dynamique régionale avec les Comores, mais aussi avec Madagascar, la Réunion, etc. Et donc il y a tout intérêt, c'est dans l'intérêt de Mayotte de pouvoir coopérer sur ces sujets-là avec les Comoriens. Alors la lutte contre l'immigration clandestine, c'est aussi la lutte, et on l'a souvent répété depuis votre arrivée d'ailleurs, la lutte contre l'écosystème, comme on dit, de l'immigration clandestine. Alors il y a eu une affaire spectaculaire, enfin en tout cas qui a été bien médiatisée ici, c'était celle d'un propriétaire de terrain à Pamandzi qui louait de l'habitat insalubre à des gens sans papier, qui a été condamné assez lourdement. Est-ce que c'est un exemple pour faire peur à tout le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de dossiers? Est-ce que la justice vraiment suit son cours sur ce genre d'affaires? Alors tous les dossiers ne sont pas aussi importants, n'ont pas la même envergure que ce dossier-là. Pour autant, c'est là que c'est important, c'est qu'on s'attaque à tous les types de dossiers. C'est-à-dire que aussi bien le plus gros que vous évoquez, là, avec notamment des saisies de terrain, etc., mais à des dossiers plus petits, entre guillemets, mais qui jouent aussi leur rôle dans l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est à Anjouan, si on ne fait rien, on souhaite rejoindre Mayotte, on prend un Kwassa, on arrive sur une plage. Okay. Sur la plage, on a quelqu'un qui va nous chercher, un taxi clandestin qui nous amène à un marchand de sommeil, qui va nous héberger, qui va prendre un petit loyer au passage, et puis après, on va trouver un travail, on va se faire recruter de manière illégale par un employeur. Généralement, on va se faire payer pas grand-chose, mais ça représente beaucoup pour l'Anjouanais qui est sur place, ou le Comorien. Et puis, on va s'ancrer sur le territoire. Si demain, on lutte résolument contre les taxis clandestins, les récupérations des arrivants de Kwassa, si on lutte résolument contre les marchands de sommeil, si on lutte résolument contre les employeurs d'étrangers sans titre, des gens qui n'ont pas le droit de travailler, ça va être de plus en plus compliqué pour les Comoriens, et les autres nationalités qui sont présentes de façon illégale sur le territoire, de pouvoir vivre décemment et facilement ici. Et donc, quand ils seront
peut-être à un moment, ils vont se dire, c'est un peu compliqué, je préfère retourner aux Comores. Ou ils seront forcés de retourner aux Comores parce qu'ils auront été interpellés, par exemple, et ils se diront, moi, je ne retente plus l'aventure parce que finalement, ça vaut plus le coup de rester à la maison que d'aller à Mayotte. C'est ça l'objectif final. Et donc, le travail, il est mené par différentes structures. La justice répond présent systématiquement sur ces sujets-là, et c'est vraiment un axe, si ce n'est l'axe, en fait, le plus important pour agir durablement sur l'immigration clandestine. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers en cours ? Énormément. On a un groupe qu'on a créé il y a pas très longtemps, qui s'appelle le GELIC, donc c'est le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine, qui travaille avec les services d'enquête chargés des enquêtes plus classiques en quelque sorte, de l'économie informelle, etc. Et le GELIC, son travail à lui, c'est d'aller au-delà. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à dire, voilà, c'est tel monsieur qui est la tête d'un réseau ou la tête qui est employeur, etc. Mais c'est aussi de dire, on va aller taper au portefeuille. Voilà. Parce que ça va faire mal tout de suite et ça va être dissuasif. On passe par une procédure judiciaire, mais on peut aussi passer par une procédure administrative. Et là, on a lancé pas mal depuis le début de l'année. Et d'ici la fin de l'année, on devrait avoir plus de 400 000 euros qui seront demandés à différents employeurs à hauteur de 15 000 euros par étranger en situation irrégulière employé. C'est-à-dire que vous faites votre terrasse, par exemple. Vous avez une maison, vous faites faire une terrasse, vous employez 3 étrangers en situation irrégulière que vous payez, etc. Si vous faites contrôler et interpeller pour ça, c'est 15 000 euros par tête. C'est-à-dire que votre terrasse, ça vous a déjà coûté 45 000 euros. Il vaudrait mieux qu'elle soit belle. Et ça va se multiplier. Ça va se multiplier. C'est un nouveau dispositif qu'on a à notre disposition depuis le 1er janvier. Et on a une montée en puissance de ce dispositif qui est quand même assez forte. Et on espère aller beaucoup plus loin là-dessus. Et alors ça se passe comment ? Par surprise, par patrouille, par dénonciation ? Ce sont des contrôles, en fait, tous les jours. Il y a des policiers, notamment de la police aux frontières et de l'unité d'enquête de la police aux frontières qui procèdent à des contrôles aléatoires, c'est-à-dire très concrètement, moi j'ai été avec eux il n'y a pas très longtemps, on se met en voiture, on prend la route et puis on ouvre les yeux. Et du travail illégal, il y en a partout. Oui. Je vous le dis clairement, il y en a partout. Au bruit, à l'œil, on entend un chantier à côté, on s'arrête. Vous êtes quasiment sûr d'en trouver dans chaque chantier. On voit des étrangers en situation irrégulière, on les contrôle, on démarre une procédure et après la justice fait son travail. Et que dites-vous ou que répondez-vous à la question qui revient souvent ces derniers temps que le GELIC a été créé pour attraper les Mahorais, essentiellement les Mahorais? En tout cas, ceux qui emploient des étrangers en situation irrégulière. Voilà, je pense que vous avez répondu à la question. Moi, la question, c'est pas de dire on attrape les Mahorais ou les autres. C'est pas la question. La question, pour moi, c'est de lutter durablement contre l'immigration clandestine. Et le fait pour un clandestin de pouvoir trouver du travail facilement à Mayotte est un levier pour lui pour rester sur le territoire. Je veux dire, c'est pas très compliqué à comprendre que lorsqu'on a du travail et qu'on a de l'argent, on peut s'ancrer sur le territoire, construire son banga, fonder une famille et puis s'imaginer rester sur ce territoire. Si on n'a pas de travail, ça devient quand même plus compliqué. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Chanfi, bonjour Julien. Bonjour. Oui, je vous écoute effectivement tout à l'heure. Et moi, je voulais tout simplement dire, effectivement, quand on met un dispositif en place, on le fait effectivement pour agir d'une manière efficace. Et donc, je pose ma première question. Est-ce qu'il ne serait pas utile d'abord de décentraliser une antenne de la PAF en grand air ? Ça, c'est une question que j'ai mis sur la table. Je pense que ça sera aussi, en tout cas, ça aura sa portée pour être le plus efficace aussi, sachant que la gendarmerie, bien sûr, travaille dans ce sens. J'avais une question plus de fond par rapport au flux. On le voit très bien aujourd'hui, on traite la chose par rapport aux conséquences, en fait. On agit sur les conséquences de l'immigration clandestine et ces conséquences-là à Mayotte. Et je pense qu'il serait plus intéressant qu'on puisse agir à l'origine. Gérer une problématique par les conséquences, ça c'est très français. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? De quelle origine vous parlez ? Enfin, qu'est-ce que vous avez comme idée en parlant de l'origine ? Laissez-moi terminer. Et donc j'y viens. Et donc l'idée c'était de dire tout simplement, dans le cadre des accords de coopération qu'il y a, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'avoir effectivement une coopération directement vers Anjouan ? Tout à l'heure vous avez parlé effectivement d'un radar. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, en tout cas ça ne serait pas intéressant, qu'il y ait des accords de coopération en termes de surveillance
entre des militaires français et ceux des Comores vers l'origine de départ de ces Kwassa. Je pense que ça aura son impact plutôt que effectivement de laisser tout cet écosystème se déverser à Mayotte pour après venir réagir. Et je pense que l'opportunité de faire ça permettrait effectivement d'abord de stopper une grande partie de cette immigration, mais seulement cet argent, effectivement, à un moment donné, il faudrait la réutiliser et optimiser la façon de déployer, en tout cas, de travailler le dispositif. Et ça veut dire aujourd'hui, il y a des flux, il vient de le dire, il y a des flux économiques qui sont générés par cet écosystème. Et je pense utiliser l'argent de la Ligue pour justement normaliser un certain nombre de flux commerciaux qui permettraient effectivement de normaliser la situation. Parce qu'en continuant comme ça à vouloir effectivement jouer le chat et la souris, je pense qu'on ne sortira pas de l'auberge. On peut mettre tous les dispositifs en place, ça ne s'arrêtera pas. Donc moi je pense à un moment donné, il faut qu'il y ait des accords de coopération sur le fond, sur en tout cas les aspects économiques, des accords de coopération en termes de surveillance policière et militaire. Mais l'idée c'est de montrer est-ce que exactement les Comoriens jouent le jeu ou pas. Et en même temps, ça permettrait de former les militaires là-bas. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi dans ce sens. Merci. Merci, M. Jean-Phi. On a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Je vous remercie de vos questions. Alors, premier point sur la question d'une création de l'antenne de la PAF. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit utile. Ils sont tous les jours en Grande Terre. C'est-à-dire que vous avez à la PAF des équipes qui, tous les jours, viennent sur Grande Terre. Vous avez le GAO, notamment, qui est chargé plutôt des interpellations, qui, chaque jour, dans les communes du département, œuvre une bonne partie de la journée. Et puis, vous avez la BMR, la Brigade Mobile de Recherche, c'est l'unité d'enquête dont je parlais tout à l'heure, qui, tous les jours, ou presque, parce que parfois, ils restent en petite terre pour leurs auditions, tous les jours, vont sur le terrain, quelle que soit la commune. Deuxièmement, s'agissant de la coopération, je ne peux être que plus d'accord avec vous. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une approche globale. L'approche globale, c'est effectivement l'aspect opérationnel d'interpellation, d'empêcher de protéger nos frontières, etc. Mais on n'arrête pas la misère avec des fusils. C'est-à-dire que si on ne dissuade pas les gens de venir, d'une part, et si, d'autre part, on ne les encourage pas à rester chez eux, on n'y arrivera pas. Et donc les projets de coopération, c'est à la fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des projets de coopération sanitaire, économique, de formation professionnelle. C'est aussi des projets en matière de coopération entre armées et policières. Depuis quelques semaines, il y a déjà eu des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. On a eu notamment certains personnels d'ici, de nos institutions, notamment de la gendarmerie maritime, qui sont allés en formation, par exemple pour la formation des gardes-côtes comoriens. Voilà, ils sont restés une petite semaine, ils ont fait de la formation sur comment on remplit un PV, comment on agit tactiquement, quels sont les éléments à prendre en compte, etc. etc. Et c'est là-dessus, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Alors on sort d'une période qui est un petit peu compliqué quand même avec les Comores. On a eu des tensions diplomatiques assez fortes. On ne s'est pas toujours très bien entendu sur les derniers mois, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour autant, on est aujourd'hui dans une période sur laquelle il faut jouer le jeu. Voilà, il faut être prudent, vigilant, alerte sur ce qui est en train de se passer, mais il faut jouer le jeu. Il faut qu'on soit deux pour danser. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà, je ne suis pas naïf non plus, mais il y a une main qui est tendue, il y a des choses intéressantes à faire ensemble. Les Comoriens répondent présents lorsqu'on leur pose des questions et en propose des projets. Et donc, il faut s'engager là-dedans. Mais comment faire pour... justement, vous dites qu'il y a la coopération. Ça fait longtemps qu'on nous parle de coopération entre les deux pays pour pouvoir fixer les ressortissants comoriens chez eux. Mais quand on sait que la plupart de ces gens-là, c'est pour la nationalité française, pour avoir des papiers, comment les en dissuader ? À titre personnel, je ne suis pas convaincu à 100% que tous ceux qui rejoignent Mayotte, ce soit pour avoir la nationalité française. Déjà parce que c'est quand même très compliqué, faut pas se leurrer. Il y a un amendement qui a été présenté et adopté, l'amendement du sénateur Tani, qui vise à restreindre, en tout cas à ajuster le droit du sol ici à Mayotte. Ça ne se fait nulle part ailleurs, c'est que à Mayotte que c'est valable. Par contre, moi je le vois dans certaines arrivées de Kwassa, il y a des Kwassa qui sont là parce qu'il y a des gens qui sont dialysés,
qui ont des problèmes de santé, qui cherchent des perspectives économiques parce qu'ils sont mal payés chez eux ou qu'ils n'ont pas de travail, qui se disent qu'ici, ils vont peut-être trouver 5-10 euros la journée et que c'est toujours plus que ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc la question de la nationalité, elle est importante, il faut la garder en tête. On y a déjà répondu d'une certaine manière avec l'amendement Tani, mais elle n'est pas non plus la plus prégnante dans les choix des Mahorais pour venir ici. Donc il faut agir sur tous les aspects. Alors ça nous amène à parler justement du bureau des étrangers. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé. Bon, il y a eu d'abord des files d'attente pendant des années devant ce bureau des étrangers. Ensuite, il y a eu ce mouvement de protestation qui a duré très longtemps aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait ? Il n'y a plus de files d'attente, il n'y a plus de protestation, mais on se demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On progresse, il n'y a plus de files d'attente. Voyez. Écoutez, le bureau des étrangers a vécu une période difficile depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, compte tenu de l'absence de reconduite, compte tenu du blocage du service des étrangers qui a été assez traumatisant aussi pour les agents. Moi, je leur fais quand même, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont su rester très professionnels et garder leur sang-froid. Et donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, on est sur un portage qui est différent de celui d'avant. C'est-à-dire qu'on a considéré que ce n'était pas acceptable d'avoir des files comme ça de personnes devant la préfecture et que ça posait différentes difficultés. Et donc, aujourd'hui, on fonctionne par convocation. Voilà, ce qu'on ne faisait pas avant. Aujourd'hui, avant, vous pouviez vous présenter, voilà, j'ai mon dossier à faire, je prends un ticket, j'attends, etc. Aujourd'hui, on vous appelle. Si on ne vous appelle pas et que vous venez, il n'y a pas de raison que vous soyez accueillis. Donc, il y a du monde un petit peu le matin. Forcément, c'est le moment où on les convoque. Mais quelqu'un qui prend contact pour la première fois, il fait comment ? Il peut remplir son dossier. Non, mais on peut y entrer, j'arrive, je vais au bureau des étrangers, on va me laisser entrer pour remplir un formulaire ? Alors, la procédure qui est à l'œuvre sur les premières demandes, c'est aussi une convocation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez remplir un formulaire, comment je m'appelle, où j'habite, quels sont les documents que je présente, etc. Ça, vous n'avez pas besoin d'être au service des étrangers pour le faire. Le formulaire, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'avoir par envoi postal, etc. Vous le faites chez vous. Vous faites votre demande, postée par exemple, et puis on vous convoque pour venir prendre les empreintes, faire l'entretien, etc. L'objectif, c'est de ne plus avoir ces files d'attente, c'est de mieux lisser aussi le travail des agents au quotidien et d'être plus efficace dans la délivrance des titres. Et quand je parle d'efficacité, c'est aussi d'un point de vue de la LIC, parce que les gens qui sont reçus au service des étrangers, le traitement des dossiers qui est fait, et notamment l'écoulement du stock, parce qu'on a un stock qui était assez important et sur lequel on est en train de travailler. Ça nous permettra aussi de clarifier la situation administrative de gens qui sont sous récépissé. Un récépissé, ce n'est pas un titre de séjour. Un récépissé, ça veut dire vous avez déposé votre dossier, on l'a bien reçu. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord ? Ça vous permet de rester sur le territoire pendant qu'on étudie votre dossier, mais ça ne veut rien dire de plus. C'est-à-dire que quand on va traiter ces récépissés, il y a des gens qui vont être en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'ils vont essuyer un refus. On va leur dire écoutez, non, on est désolé, vous ne remplissez pas les conditions prévues par le CESEDA. Et aujourd'hui, on a une application très stricte de ces conditions-là. Il n'y a pas de cadeau en quelque sorte, c'est le CESEDA, rien que le CESEDA. Et vous avez vocation à être éloigné, à partir. On vous prend une OQTF. Si vous ne partez pas de vous-même, lorsque vous serez interpellé, vous serez éloigné. Alors, il y a encore des gens qui obtiennent des cartes de séjour, donc, mais sur quels critères ? Parce qu'on nous dit toujours, certains accusent la préfecture de faire des régularisations massives, d'autres accusent la préfecture de ne plus donner de séjour du tout à quiconque. Où est le juste milieu ? Le juste Alors, milieu. La position du préfet, elle est très claire. Régulation massive, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut sortir cette idée de tête. Fantasme. C'est totalement un fantasme. Les seuls titres en première demande qui sont délivrés, c'est parce qu'on est lié au CESEDA. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations, notamment familiales, notamment d'être parent d'enfants français par exemple, ou d'être arrivé en France depuis avant 13 ans par exemple, et quand on arrive à 18 ans, sur lesquels on est obligé de donner un titre. C'est comme ça, c'est le CESEDA, c'est le code qui nous régit, c'est l'état de droit, on l'applique. Mais pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de titre à la discrétion. C'est soit vous êtes dans le cadre qui est prévu par le CESEDA, soit vous ne l'êtes pas. Excusez-moi, vous pouvez rappeler ce que c'est que le CESEDA ? Ah oui, c'est le code des étrangers, en quelque sorte. Voilà, c'est le code des étrangers et des demandeurs d'asile qui établit toutes les règles en termes de délivrance de titres de séjour notamment. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Oui, allô ? Oui, on vous écoute. Oui, la question que je devais poser, peut-être, elle a été moitié répondue, mais je veux dire que, je répète encore la question, c'est qu'à Mayotte, on obtient vite des papiers français, vite qu'en France.
Parce que j'étais en France, dans la région de Toulouse, il y a un étranger qui a des enfants, il a vécu en France pendant 40 ans, on lui renouvelle que de titres de séjour. Que de titres de séjour. Mais quelqu'un qui habite ici à Mayotte, qui vient à l'étranger, qui arrive à Mayotte, qui a un titre de séjour, il ne fait pas 10 ans il ne fait pas plus de 10 ans, il a déjà la nationalité française. Et encore, je reviens encore préciser à monsieur le préfet que les papiers pour obtenir des titres de séjour sont très faciles. Paraît-il qu'il y a des factures, mais je peux inventer mes factures, il y a des factures à demander, il y a ils sont faciles à obtenir par métropole. Et je reviens encore en arrière, il y a eu une question qui a été posée qu'on frappe que les Mahorais. On a raison, on a totalement raison de dire comme ça, parce que les Mahorais, nous sommes en premier à défaut. On les garde chez nous, on les donne du boulot, et puis on est à la rue en disant qu'il doit sortir. Non, c'est pas possible. Moi, je suis très content au moment où on prend des initiatives. Je suis très content. Merci, monsieur. Alors, sur la facilité d'obtenir des papiers à Mayotte par rapport parce qu'il y a aussi, parfois on voit dans les magasins des gens qui demandent une facture parce qu'ils ont acheté des effets pour leurs enfants, des tickets de collation. Il y a un message qui vient d'arriver pour avoir un titre de séjour. Est-ce que ça, c'est pris en compte pour demander Est-ce que vous pensez vraiment qu'on obtient un titre de séjour en présentant une facture en tout cas, chez Tati? Je ne suis pas certain. Quand on fait la queue devant les caisses dans les magasins, on entend ce genre de demande. On entend beaucoup de choses. Moi, ce que je vous dis de la doctrine du préfet sur le sujet et de ce qui est appliqué aux services étrangers, c'est qu'on a un cadre juridique qui est le Code des étrangers qui offre des possibilités qui sont limitatives. Et nous, on se concentre sur ce cadre juridique. On ne va pas au-delà. Il y a la question des premiers titres et des renouvellements. Aujourd'hui, à peu près entre 75 et 80% des titres qui sont délivrés sont des titres renouvelés, c'est-à-dire des gens qui ont déjà eu des titres avant. Voilà, ce n'est pas des primo-demandeurs. Les primo-demandeurs qui obtiennent des titres, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont des conditions remplies et strictement limitatives. Après, sur la question de l'obtention des titres et des documents qui sont à fournir. La question de la fraude documentaire, elle est centrale, elle est essentielle. Parce que si on lutte sur tous les aspects de la LIC et qu'on oublie la délivrance de titres, on va permettre de régulariser des gens qui, normalement, n'y auraient pas eu le droit. Et donc, on a un travail avec le secrétaire général de la préfecture de renforcement de la cellule antifraude au service des étrangers. Un travail en cours, on a demandé des effectifs supplémentaires, on a demandé des experts supplémentaires, notamment de la PAF, on espère les avoir, on attend avec impatience, mais l'objectif, c'est d'identifier, par exemple, les attestations frauduleuses de paternité, les attestations de résidence discrétionnaire. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui a 40 personnes qui habitent chez lui, on se dit, il y a peut-être un souci. Donc on va gratter là-dessus, et c'est un des travaux qui sont enclenchés en ce moment. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. On arrive déjà au terme, ça passe déjà encore très vite. 1 minute 30. Et une personne qui demande, parce qu'il a envoyé plusieurs fois la même question, je pensais qu'il avait déjà eu la réponse, mais il demande, est-ce qu'un parent d'enfant français, on peut l'expulser? Alors, s'il a obtenu un titre de séjour, a priori, non. Non. D'accord. C'est fini? Oui, je crois qu'on nous fait signe même en avance. C'est terminé pour... Ah ben, je ne sais pas, on nous faisait signe en régie que c'était terminé, mais non, si on a encore 2 minutes, encore tant mieux. Une dernière question, il y a eu pas mal de réactions au sujet des associations qui viennent en aide aux étrangers. La CIMAD notamment, Solidarité Mayotte, ça a été encore évoqué hier au Conseil économique et social. Le préfet a rappelé qu'elles font leur travail, puisque c'est la défense des droits des étrangers, ça existe aussi. Est-ce que... vous assumez le fait d'interdire, on l'a vu notamment récemment, des manifestations organisées par la CIMAD parce qu'on a peur pour l'ordre public? Alors, on ne l'a pas interdite en tant que telle, elle a été annulée ou reportée d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, vous avez conseillé de ne pas la tenir. Le raisonnement qui a été conduit, c'est celui de l'ordre public. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que l'organisation d'une manifestation peut engendrer des troubles à l'ordre public? C'était le cas, on ne l'a pas interdite en tant que telle, on a juste pris la tâche des organisateurs en disant, bah voilà,
On pense qu'il peut y avoir des difficultés lors de cette manifestation, et donc même pour vous, c'est peut-être mieux de la reporter, etc. Mais vous êtes libre d'organiser ou non ces manifestations. Ce sont des associations, elles ont toute légitimité à travailler, elles font ce qu'elles font, elles font leur job. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un débat apaisé sur ces questions-là. Bien sûr, et il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas être dans l'idéologie là-dessus, il faut être pragmatique, ça c'est mon créneau. Il faut discuter avec tout le monde, je les vois à plusieurs reprises, on n'est pas toujours d'accord, comme avec les collectifs du reste, mais on essaie de travailler ensemble, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Belle journée.